Bienvenue à la Maison Poincaré. On est ravis de vous accueillir ici dans l'amphithéâtre Perrin. Donc, cet amphithéâtre fait partie du musée La Maison Poincaré qui est ouvert au mois de septembre 2023 où on propose donc un parcours permanent ainsi que des expositions temporaires sur les mathématiques et aussi de manière exceptionnelle des événements en nocturne comme celui-ci ce soir. Donc on va commencer par une rencontre qui va durer une petite heure. Ensuite, un petit moment où vous pourrez poser vos questions aux intervenants et intervenantes qui sont à côté de moi. Et on finira par une intervention de Monsieur Guillaume Monin qui fera une restitution graphique de nos échanges. Donc moi je m'appelle Adrien Rossi, je suis chargé de projet de médiation scientifique ici à l'Institut Henri Poincaré. Et je fais partie du projet de recherche ILASOM, Inégalité éducative, langue et accès au savoir en Outre-mer. Projet qui dans le cadre d'un colloque qui avait lieu hier et aujourd'hui à l'Institut Henri Poincaré, et donc qui vous propose ce soir la nocturne au musée. Alors, je suis accompagné ce soir de plusieurs intervenants. Donc, à côté de moi, Liliane Apollinaire. Donc, Liliane, vous êtes conseillère pédagogique en langue et culture régionale, notamment à propos des langues amérindiennes en Guyane. À côté de vous, nous accueillons Luc Thienot. Vous êtes maître de conférence en mathématiques à l'Université de Mayotte. À côté de vous, Valélia Mounitoké, vous êtes chargée de recherche en anthropologie à l'Institut de recherche pour le développement. Et enfin, Isabelle Léglise, vous êtes directrice de recherche au CNRS en sociolinguistique et donc responsable de ce projet de recherche ILASOM. On va faire nos interventions en 4 parties. Je vous redirai les parties à chaque fois, je vous rassure. On va d'abord commencer par parler des inégalités éducatives en Outre-mer, en général, ainsi que sur les différents territoires qui sont représentés ici. Ensuite, nous présenterons des dispositifs qui permettent de prendre en compte les langues des élèves et les savoirs locaux à l'école en Outre-mer. On parlera ensuite des apports de ces dispositifs pour apporter donc un nouveau regard sur les mathématiques à l'école. Et nous finirons en abordant les enjeux de l'inclusion des savoirs locaux à l'école. Et donc, on va commencer tout de suite avec Isabelle Léglise. Est-ce que vous pourriez tout d'abord nous présenter le projet de recherche ILASOM, donc comme je l'avais dit tout à l'heure, inégalité éducative, langue et accès au savoir en Outre-mer? Oui, merci Adrien. Donc le projet ILASOM a commencé il y a 2 ans et demi. Il a été rédigé suite à un appel de la MITI du CNRS, donc de la mission pour les initiatives transverses et interdisciplinaires. Il a réuni une vingtaine de personnes représentant 10 territoires ultramarins. Donc, on s'est intéressé effectivement aux inégalités éducatives dans les Outre-mer, en partant d'un certain nombre de constats, en essayant de développer des outils de lutte contre ces inégalités éducatives, en envisageant des solutions, on l'espère, innovantes, dans une perspective comparative et transdisciplinaire sur ce territoire. Alors justement, quelles sont les disciplines qui sont convoquées dans ce projet de recherche ? Alors en termes de discipline, d'abord on est parti donc des sciences humaines et sociales, donc je suis sociolinguiste. Effectivement, donc on a convoqué les sciences du langage, l'anthropologie, la sociologie, la didactique des langues. Et puis du côté donc de l'INSMI au CNRS, on a convoqué bien les mathématiques, l'ethnomathématique, la didactique des maths et la médiation scientifique. Et puis, on a agrégé un certain nombre de parties prenantes, donc comme les instituts de recherche en mathématiques, les IREM, les maisons des sciences. On s'est appuyé sur un réseau local de nos contacts dans ces différents territoires, en particulier, comme Liliane, des conseillers pédagogiques, des inspecteurs, enfin des gens et des formateurs dans les INSPE. Alors donc ce projet de recherche aborde la question des inégalités éducatives. Quels sont les constats desquels part le projet et quelles sont les approches qui ont été mises en place pour aborder la question des inégalités éducatives en Outre-mer ? Alors on part de constats même chiffrés qui sont des chiffres de l'échec scolaire, des indicateurs comme l'absentéisme, comme le décrochage scolaire, où on voit que dans tous les territoires ultramarins, on a des indices qui sont bien en dessous ou au-delà des indicateurs hexagonaux. On a rappelé par exemple que le chiffre de l'absentéisme en Guadeloupe est 6 fois supérieur au chiffre de l'hexagone par exemple à l'école.
On est parti du constat de situation scolaire dégradée et d'inégalités socioculturelles qui sont ancrées dans l'histoire coloniale, évidemment, de ces territoires. Et l'hypothèse qu'on a posée, c'est que la prise en compte des langues et des cultures des élèves pouvait être une ressource ou un levier pour aller vers des apprentissages scolaires, que ce soit dans le domaine donc des langues, par exemple pour la grammaire, mais aussi pour les mathématiques. Et donc, depuis cette question de la prise en compte des langues et des cultures, on est arrivé sur la question des savoirs locaux et de la prise en compte de ces savoirs locaux en salle de classe ou en formation de formateurs, qui posent des questions plus complexes, donc des questions didactiques, bien sûr, mais aussi des questions épistémologiques, éthiques, voire politiques. Alors, on va justement aborder ces questions dans chacun des différents dans 3 territoires d'outre-mer. Mais avant, pour finir cette introduction, Isabelle L'Église, est-ce que vous pourriez nous présenter de manière générale où est-ce qu'on en est dans la prise en compte des contextes locaux à l'école dans les différents outre-mer? Alors, la réponse, elle est à la fois, on n'en est pas loin, et à la fois, on est relativement... Enfin, en même temps, on a fait quand même beaucoup de progrès ces 40 dernières années. Alors, si on regarde les dispositifs existants, ils sont très diversifiés sur les territoires. Là, c'est l'une des difficultés. Il y a des endroits où il n'y a absolument rien en place, comme à Mayotte, puis des endroits où il y a beaucoup de choses en place, comme en Polynésie. La Polynésie ayant la compétence en éducation avec un ministère de l'éducation en Polynésie, ce qui leur a permis de faire entrer les langues polynésiennes à l'école, par exemple. Et puis, au milieu, on a un ensemble de différents dispositifs, comme des classes bilingues dans certains territoires, comme la Guyane, la Guadeloupe, etc., la Réunion. Alors, donc, grande diversité de dispositifs, et en même temps, finalement, et c'est l'un des constats du projet, c'est qu'il y a finalement un très faible pourcentage d'élèves qui ne parlent pas français, parce qu'il y a quand même beaucoup d'élèves qui ne parlent pas français dans les territoires d'outre-mer, qui arrivent à l'école sans parler français. Et donc finalement, il y a un faible pourcentage d'élèves ne parlant pas français qui sont pris en charge. Et en gros, on estime que 80%, enfin plus de 80% des élèves sur tous ces territoires, en fait, se retrouvent dans des classes ordinaires, sans dispositif spécifique. Et ce qu'on a aussi identifié, c'est qu'il y avait des besoins partout sur ces territoires, en termes d'outils, en termes de formation, en termes de réflexion, en termes de partage d'expérience, même en termes de définition d'une métalangue commune pour arriver à travailler dans les différentes disciplines, que ce soit les langues ou les mathématiques. Merci beaucoup Isabelle L'Église donc, pour cet éclairage introductif donc, sur l'ensemble des outre-mer français. On va maintenant parler plus spécifiquement des 3 territoires qui sont représentés ici donc avec nos intervenants. On va commencer avec vous, Valélia. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu un état des lieux de où en sont les inégalités, quel est l'état des inégalités éducatives à Wallis et Futuna et de quelles sont les langues qui sont prises en compte ou non dans le système scolaire à Wallis et Futuna? Alors, Wallis et Futuna, c'est un tout petit territoire des Outre-mer français avec un statut politique très particulier. C'est le seul à n'avoir aucune autre forme d'autonomie politique. Il y a une assemblée qui délibère et un préfet qui est seul l'exécutif et qui représente l'État français. Ces 2 territoires, c'est un territoire avec 2 îles, 2 langues, le wallisien à Ouvéa, qui est Wallis, et le futunien à Futuna. Et la population déclare dans les différents recensements parler cette langue-là quotidiennement à plus de 95%. Donc c'est vraiment la langue majoritaire en usage sur le territoire. Et comme dans beaucoup de territoires, comme l'a rappelé Isabelle, à Wallis et Futuna, il n'y a pas de dispositif particulier mis en place à l'école pour prendre en compte cette réalité linguistique. Donc les élèves arrivent encore très souvent en ne parlant pas français à l'école à l'âge de 3 ans. Et l'objectif, c'est de leur apprendre ensuite à lire et à écrire uniquement en français à l'âge de 6 ans, à l'entrée en CP. Donc les enseignants sont officiellement autorisés à utiliser le wallisien et le futunien dans la classe maternelle dans une logique d'accueil. Mais il n'y a rien de formalisé en termes d'enseignement, de cursus, voilà. Et cette logique d'accueil, elle s'efface ensuite au profit d'un enseignement complètement en français. Et on retrouve au lycée une option au bac wallisien-futunien. Mais il y a entre les deux aucun cursus prévu. Voilà. Donc les inégalités, elles sont très marquées, évidemment. Si vous regardez les chiffres du bac, par exemple, à première vue, ça peut paraître
à peine moins bon que l'Hexagone. C'est 82% le taux global de réussite au bac, sauf que c'est 100% pour le baccalauréat général et 67% pour le baccalauréat professionnel. Or, le baccalauréat professionnel sur ces territoires, c'est la moitié des effectifs, c'est-à-dire 3 fois le taux français. Donc, quand on a un baccalauréat professionnel, on accède moins bien à l'enseignement supérieur. Et évidemment, ça fait partie des marqueurs forts des inégalités entre ce territoire et l'Hexagone. Merci Valélia. Donc Luc, est-ce que je vais vous poser la même question concernant Mayotte. Donc, quelle est la situation linguistique à Mayotte et quelle est la situation en ce qui concerne l'école, les inégalités éducatives sur ce département? Je ne suis pas linguiste, moi. Ce que j'observe à Mayotte, c'est qu'il y a 2 langues locales, le shimaoré et puis le kibushi, avec au moins 3 variantes apparemment du kibushi. Je connais un peu mieux le malgache, donc j'arrive à comprendre un peu le kibushi, qui semble un dialecte malgache, enfin qui semble plusieurs dialectes malgaches. Mais moi, je suis ethnomathématicien de formation, donc c'est le pari que l'ethnomathématique, c'est les mathématiques non savantes, non académiques, si vous voulez, mais qui existent dans l'état de pratique. Il s'agit de pratiques artisanales, de pratiques agricoles. Moi, je m'intéresse particulièrement à une classe de jeu parce que je fais le pari que, même si je ne suis à Mayotte que depuis 1 an, ce qui a marché ailleurs en ethnomathématiques peut marcher aussi à Mayotte, et que c'est un moyen de faire entrer des adultes qui ne viennent pas à l'école, y compris pas aux réunions avec les parents, et de montrer à leurs enfants que leurs parents, voire leurs grands-parents, devraient savoir qu'ils ont des contenus mathématiques, qu'ils ont de la valeur, même s'ils ne parlent pas très bien français, et que l'école le reconnaît, pour valoriser leur savoir locaux. Merci. Et donc Liliane, maintenant à propos de la Guyane, où en sont les inégalités éducatives en Guyane? Est-ce que vous pouvez nous dire également quelles sont les différentes langues qui sont intégrées ou non dans le système scolaire en Guyane? Alors, tout bien. Alors, en Guyane, c'est une particularité vraiment de cette région, c'est qu'il a une multitude de langues et de cultures. Ça va des langues amérindiennes à langue portugaise, etc., langue bushinengue, nengue-tongo, pardon. Et donc le tableau les graphiques qui sont derrière moi, donc montrent la particularité justement d'une petite école primaire de la région d'où je viens, à Walayali-Mapo. Tout cela pour vous montrer justement les réalités socio-linguistiques, socio-économiques. Tu peux montrer le deuxième. Alors voilà. Donc vous voyez ici, je vais parler de l'IPS, c'est l'indice de position sociale. Alors donc c'est vraiment des régions, vous voyez, en vert, c'est l'indice de position sociale de la métropole. Celui dont je vous parle, il est tout en bas. En Guyane, donc. Vous pouvez nous expliquer à peu près à quoi ça correspond l'indice de position oui, pardon, sociale? excusez-moi, je crois que vous êtes dans mon domaine, donc je parle rapidement. Alors, l'IPS, c'est une application qui vient de l'application Archipel créée par l'Éducation nationale pour mesurer justement les catégories socio-économiques des familles. Et donc, en Guyane, donc, le niveau socio-économique est très bas. Ça veut dire que ce sont des familles qui n'ont pas de travail, qui sont des chômeurs. Donc, la réalité socio-économique se superpose avec la réalité socio-linguistique. Donc, ce sont des régions qui montrent où la langue maternelle n'est pas la langue française. Ce sont des régions où on retrouve beaucoup les langues amérindiennes, les langues bushinengue, ou bien des langues des migrants. Donc, vraiment, cette application qui mesure donc le niveau socio-économique des familles a été faite en fait à l'aune du regard d'un point de vue européen. Ce point de vue européen mesure les catégories socio-économiques des familles en Guyane. Donc, ce n'est pas du tout mesurer les compétences des familles, puisque nous avons des compétences. Les gens qui savent chasser, faire des choses manuelles ne sont pas pris en compte dans cette vision de la statistique socio-économique des familles. Et quelles sont parmi les différentes langues qui existent en Guyane, quelles sont celles qui ont déjà intégré le système scolaire? Alors, nous avons donc les langues amérindiennes. Donc, en Guyane, nous avons les classes bilingues, donc qui répondaient justement à ce constat d'échec scolaire, valoriser les cultures des enfants en amenant justement leur culture, en les intégrant dans le système éducatif pour valoriser tout cela, pour que les élèves justement arrivent à s'en sortir. Et donc, nous avons les langues amérindiennes, le Kalinia, que je parle. D'ailleurs, je vais vous dire un petit mot, Nchomamila, qui veut dire bonsoir.
Les langues bushinengue, donc, aussi, sont rentrées dans le dispositif des classes bilingues. Quand je dis classe bilingue, c'est vraiment les enseignements à parité horaire. 12 heures d'enseignement en français et 12 heures d'enseignement en langue maternelle. Nous avons aussi les langues, le panikour qui est rentré aussi dans le dispositif des classes bilingues, le Hmong, qui est une langue laotienne, le Nenge Tongo, comme je l'ai dit tout à l'heure, et le portugais. J'ai tout dit, je crois. Oui, voilà. Merci beaucoup à vous trois donc, pour cet état des lieux de l'école, de la situation de l'école donc, sur vos différents territoires. On va maintenant passer à la deuxième partie de cet échange à propos des dispositifs qui permettent de prendre en compte les langues des élèves et les savoirs locaux à l'école, notamment pour l'enseignement des mathématiques. On va commencer avec vous, Valélia. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment, en formation d'enseignants, vous travaillez sur des savoirs locaux pour essayer de les inclure dans l'enseignement des mathématiques au premier degré? Oui, alors au premier degré, c'est important à préciser parce que ça enlève un tas de difficultés. Donc, ce qu'on a fait avec les enseignants en formation, donc là, je parle d'une poignée d'enseignants, en fait, de moins d'une dizaine d'enseignants sur un système qui en compte une centaine. Mais donc, on commence avec eux tout juste la formation et la réflexion sur ce sujet. On part, en fait, d'objets, par exemple, qui sont produits localement. Des objets d'artisanat qui s'appellent les tapas, par exemple, que vous connaissez peut-être, qui sont des motifs qui sont peints sur des écorces qui sont tapées et qui font une espèce de papier très épais. Les nattes, les pirogues, puisque évidemment la navigation, ça occupe une part importante de la culture locale. Donc on part de ces objets pour y retrouver en fait les notions qui sont au programme de mathématiques. C'est-à-dire que ce qu'on essaye de faire dans cette approche, c'est à aucun moment de rajouter un horaire spécifique pour cette approche-là, ou à aucun moment on essaye de dévier du programme. On essaye de trouver en fait les éléments au programme dans des objets locaux ou dans des savoirs ou des pratiques locales. Et donc au premier degré, c'est pour ça que ça supprime un tas de difficultés, notamment pour les premiers cycles, puisqu'il s'agit essentiellement de reconnaître des formes classées, etc. Donc en fait, les objets locaux permettent de traiter ces objets mathématiques relativement simples, y compris par exemple en numération. Liliane en parlera sans doute, mais dans les Outre-mer, on a d'autres formes de numération que la numération occidentale. Donc, on a une base 20, par exemple, pour compter certains types d'objets. Donc, très simplement, on peut utiliser ces savoirs-là qui sont à disposition et que les élèves connaissent déjà plus ou moins, encore une fois, pour traiter les points au programme. Voilà. Donc, c'est une manière assez simple de faire. Et comment est-ce que vous conseillez, comment est-ce que vous formez les enseignants pour qu'ils arrivent à trouver sur le territoire, dans les savoirs locaux, des choses qui pourraient être pertinentes pour aider les élèves dans l'apprentissage des mathématiques? Alors d'abord, les enseignants du premier degré à Wallis et Futuna sont tous wallisiens ou futuniens, donc ça facilite considérablement les choses parce qu'ils savent en fait très rapidement, ils identifient très facilement où sont les objets et surtout crucialement, ils savent identifier les savoirs qui sont partageables, parce que ce qu'on n'a pas encore dit, c'est que les savoirs locaux et les savoirs autochtones, pour certains, sont marqués par le secret parce qu'ils touchent à des questions généalogiques, de propriété foncière, de connaissances de propriétés thérapeutiques de certaines plantes qui ne doivent être connues que par certaines familles, par exemple. Donc, ils savent aussi, parce qu'ils sont membres des communautés, quels sont les types d'objets qu'on va pouvoir mobiliser, ceux dont les filles et les garçons peuvent parler, qu'ils peuvent utiliser, etc., qui sont les familles éventuellement qu'on doit informer et qui doivent participer à l'activité. Donc, leur appartenance à la communauté garantit aussi que, d'une part, ils savent identifier les bons objets ou les bons savoirs, puis d'autre part, qu'ils les mobilisent correctement en évitant justement un tas de questions éthiques dont on parlera peut-être plus tard. Voilà. Merci beaucoup, Valélia. Luc, donc vous étudiez les jeux de semailles qui sont pratiqués dans différents endroits du sud-ouest de l'océan Indien. Alors, je voulais vous demander déjà comment est-ce qu'ils peuvent être utilisés à l'école pour enseigner les mathématiques, mais peut-être qu'on va déjà commencer par expliquer un peu à l'audience de quel jeu de semailles on parle. Donc, je vais à nouveau. Alors, vous connaissez peut-être le seul jeu de semailles à peu près qui est connu en France, qui est la Wélé, qui concerne l'Afrique de l'Ouest et du Nord, et qui a diffusé à travers la route terrestre ou maritime de la soie vers l'Asie du Sud, et puis à travers la traite négrière vers les colonies, les plantations de canne à sucre en Amérique centrale et du Sud, en bord de mer. Moi, je ne travaille pas du tout sur ces jeux-là. Je travaille sur des jeux beaucoup plus complexes qui se jouent sur 4 lignes et qui se passent dans cette partie du monde. Alors, pour ceux qui ont identifié, là, on est sur la côte sud-est de l'Afrique. Là, on a le canal du Mozambique. Et ça, c'est mes terrains depuis quelques années.
je travaille ici, qui est le seul territoire européen où existe de manière traditionnelle un jeu de semailles, donc sur l'île de Mayotte. Et j'étais auparavant en poste à La Réunion, qui a disparu. Qui doit être ici, caché dans le coin. Je ne suis pas géographe non plus. Et puis en avion, on ne se rend pas bien compte. Donc, l'hypothèse que je fais, moi, c'est que ces jeux très complexes, comme vous allez le voir tout à l'heure, sont tous partis de Zanzibar, où existe une forme très très complexe d'un jeu qui s'appelle le bao, qui est très pratiqué là-bas. Il y a des compétitions entre écoles, entre collèges, entre lycées, d'un jeu plus simple ou d'un jeu complexe auquel jouent les adultes. Ensuite, il y a une diffusion à l'époque soit vers l'intérieur du... Alors à l'époque, c'était pas le même pays, mais ça s'appelle aujourd'hui la Tanzanie, qui a réuni après la décolonisation le Tanganyika et Zanzibar. Et donc, avec des routes terrestres qui, comme c'est proche, les jeux sont pratiquement semblables dans la partie continentale de la Tanzanie. Et puis, les jeux sont très proches aussi, ici, dans tout l'archipel comorien, et en particulier dans le département de Mayotte. Et bien sûr, dans la République des Comores, où le jeu est identique, hein, il s'appelle le Mra ou Mra Watso, ça dépend. Et ensuite, ici, je vous montrer un extrait que j'ai filmé à Majinga, ici, où le jeu est pratiquement identique à ce qui se joue à Mayotte, avec juste une petite différence dans le tablier, c'est-à-dire dans le plateau. Et puis, je cherchais de manière historique la première fois qu'a été signalé ce jeu vers 1600 par, à l'époque, le gouverneur de la colonie française de Fort-Dauphin, qui est par là, et qu'il avait signalé dans la brousse. Il est beaucoup moins pratiqué ici, la forme est très différente et affaiblie. Bon, on n'aurait pas trop le temps d'en parler ce soir. Et puis, il a diffusé aussi donc, à travers les routes terrestres qui sont très peu praticables même aujourd'hui et qu'il était à peu près dans le même état il y a 3 siècles. Donc en s'affaiblissant très vite vers des formes très simples, en allant vers les hauts plateaux, ici en Pays Merne ou Wet'suwet'en. Ouais. On va montrer une vidéo. Ouais. Alors pour vous montrer l'extrême variété de ces jeux, donc on va commencer par une forme très simple des hauts plateaux. Je suis en train, on en parlera après de ça. Donc vous comprenez pourquoi ça s'appelle jeu de semailles, hein, puisqu'on sème. Et puis il y a des règles de prise, donc chaque joueuse a les 2 lignes qui sont en face d'elle et ne prend que dans le camp d'en face, suivant des règles assez simples, mais qu'on arrive à comprendre très vite. Et puis je vais vous montrer, alors non pas Zanzibar, je n'ai pas encore pu aller, mais une forme presque identique que j'ai filmée à Majinga. Et quand j'ai filmé ça, j'ai passé l'après-midi à filmer des parties sans rien comprendre, tellement la règle était complexe. Et quand je faisais une hypothèse, elle était démentie par ce que je voyais. Donc là, il y a une configuration initiale qui permet de vérifier que tout le monde a le bon compte de graines. Ensuite, on arrive à la configuration 6-2-2, qui est la configuration de départ. Et attention, parce que ça va aller très vite. Ce qui m'étonnait le plus, c'est que le joueur adverse commençait son coup avant que le premier joueur ait terminé le sien. C'est-à-dire qu'il anticipait la position finale. Voilà. Donc merci beaucoup pour cette présentation des jeux de sommeil. Luc, alors est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que ces jeux peuvent être utilisés à l'école, notamment à Mayotte, pour l'enseignement des mathématiques? Alors je vous ai montré un itinéraire chronologique et puis de complexité décroissante, qui est l'itinéraire historique. Et moi ce que je propose, au contraire, ce que je suis en train de mettre en place, c'est une progression qui pourrait commencer vers le cycle 2 de l'école primaire et se poursuivre jusqu'au lycée avec des activités, par exemple, de programmation de ces jeux dans les langages qui sont au programme scolaire du lycée. Merci beaucoup, Luc. Maintenant, Liliane, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple illustrant comment les langues des élèves peuvent-elles être prises en compte dans l'enseignement des mathématiques à l'école? Alors, lorsqu'on s'est aperçu que lors des évaluations, les résultats des élèves dans le cadre de la résolution de problèmes étaient assez faibles, donc c'était vraiment la compréhension qui est rentrée en compte, puisque les évaluations des élèves étaient axées sur des problèmes nationaux, donc ça vient de métropole, c'est le lexique qu'ils ne connaissaient pas. Donc nous, on s'est dit lors des travaux de groupe recherche-action, les GRAC, de travailler justement sur ces énoncés de problèmes avec les locuteurs de la langue.
Et je ne sais pas si tu l'as mis, comme Oui, vous ça voyez arrive. ici. Je voulais Donc, il y a pas divulguer avant. un problème donc en Wayana. Donc les Wayana, donc c'est une population qui vit sur le Haut-Maroni, des Amérindiens, qui sont donc une population de chasseurs, cueilleurs et pêcheurs. Et donc leur énoncé de problème donc reflète leur vision du monde, vous le voyez, donc ce sont vraiment c'est aussi une partie de leur culture. Donc là tu as mis le deuxième énoncé de problème qui retrace vraiment leur culture à eux. Alors vraiment deux problèmes. Un problème, donc le premier énoncé qui repose voilà, donc vous le voyez, ce sont des éléments de leur culture qu'ils ont donc adaptés pour en faire un énoncé de problème. Vous voyez, donc c'est vraiment chez les Wayana, il y a un rite de passage à l'âge adulte. C'est ce qu'ils appellent ici le maraquet. Donc, à partir de cet élément de leur culture, donc ils en ont créé un problème, un énoncé de problème, donc que les enfants qu'ils ont transmis à leurs élèves et qui donc a été facilement compréhensible puisque le lexique, le vocabulaire leur est familier. Voilà, donc c'est vraiment pour dire que nous avons travaillé donc sur la prise en compte de la culture des enfants et nous les avons introduits avec les locuteurs de la langue comme élément d'enseignement. Est-ce que vous avez également, Valéria le mentionnait tout à l'heure, travaillé sur la manière dont est organisée la numération dans chaque langue aussi en termes de comparaison, en termes également d'apprentissage de la numération? Exactement. À l'école primaire? Oui, bien sûr. Alors, chez les Kalinia, il y a une particularité sur la suite numérique. Chez les Palicourt, je vais revenir au-dessus aussi, parce que c'est très particulier. En français, lorsqu'on va compter 1, vous avez un seul mot, un. 12, par exemple, un seul mot. En Kalinia, vous aurez 2 mots, puisque la suite des nombres, c'est une base viségimale et base 5 et base 20. Donc, quand je compte en Kalinia, je vais arriver à partir de 10. Ça va me donner donc Anya Batolo, qui veut dire les deux mains ensemble. Et quand je voudrais dire 11, je vais dire les deux mains ensemble, auxquelles je rajoute 1. En français, vous allez me dire tout de suite 11, seul mot. Et alors qu'en Kalinia, ça va déjà prendre 3 termes. En Palicourt, il y a une classification des nombres aussi qui est très très particulière et donc qui a posé souci aussi qui a posé pas de soucis, des difficultés, puisque lors de la mise en place justement des compétences des élèves sur le numérique, sur la façon de compter, d'additionner, etc. en maternelle, la suite des nombres s'arrête à 5. En Palicourt, chez les Palicourt, vous avez une suite des nombres qui a au moins 2 ou 3 classifications. On ne compte pas des objets cylindriques de la même façon qu'on compte des objets ronds. Donc, vous le voyez, donc les élèves Palicourt, donc à l'instar des élèves de français, ont plus de choses, plus de classifications à retenir que des élèves qui vont apprendre dans les mathématiques en français. Donc, c'est des difficultés. Donc, on s'est aperçu de ça. Donc, il fallait vraiment créer une progression spécifique. Donc, en français, ça va tout seul, les progressions elles sont là. Mais dans les langues amérindiennes, en Palicourt, il fallait vraiment réfléchir ce qu'on allait amener aux enfants et jusqu'à quel âge. Merci beaucoup Liliane. Donc on a ainsi pu avoir, donc là on a un premier panorama de quelles sont les différentes activités issues des contextes locaux qui peuvent être apportées à l'école dans les différents départements et collectivités d'outre-mer. Maintenant, j'aimerais, on va rentrer dans la troisième partie de notre échange, qu'on parle un peu de en quoi c'est intéressant, en quoi ces dispositifs permettent d'apporter à l'école une nouvelle vision des mathématiques, de pouvoir décentrer son regard sur les mathématiques, de pouvoir aborder différemment de nouvelles notions mathématiques. On va commencer avec vous, Valéria. Pourquoi est-ce qu'il est nécessaire, selon vous, d'intégrer des savoirs locaux dans l'enseignement des mathématiques sur le territoire de Wallis et Futuna? La première raison, peut-être, c'est justement pour tenter d'endiguer un peu les inégalités dont on a parlé en introduction. C'est-à-dire que ce qu'on observe là, pour le moment, c'est que le système scolaire ne fonctionne pas. Donc, il faut trouver des solutions pour que ça fonctionne mieux.
quand on utilise les objets locaux, les savoirs locaux, les modes de numération locaux, etc., on parle la langue locale, forcément. Donc déjà, on a une meilleure participation des élèves à la classe et à l'activité. Donc rien que ça me paraît être une raison vraiment importante. L'autre raison aussi, tout simplement, c'est que ces notions mathématiques, elles existent dans cet environnement. Et que le rôle de l'école, c'est aussi de faire comprendre aux élèves l'environnement dans lequel ils vivent et que montrer que cet environnement, ça n'est pas simplement un folklore dont il va falloir se débarrasser très très vite pour n'apprendre à lire et à écrire qu'en français à partir du CP, mais que c'est aussi une source à partir de laquelle on peut apprendre à réfléchir, à construire un esprit critique, à grandir dans l'école et à se cultiver et ensuite faire des études supérieures. Ça n'est pas une mince raison non plus. Parce qu'en réalité, Liliane là, le montrait, on a une très très grande complexité dans ces langues autochtones, dans ces manières d'organiser le monde et de le traiter linguistiquement et éventuellement mathématiquement, même si moi je ne suis pas la meilleure juge, mais Liliane parlait donc de la diversité des systèmes de numération. Moi je pourrais vous donner l'exemple en langue, par exemple, des systèmes de possession, qui sont d'une très très grande complexité en wallisien et en foutounien. Si vous voulez faire la liste de ce qui vous sert à marquer la possession en français, devant un nom, c'est très rapide, hein, c'est Montonson, Matassa, Métessé, ça y est, on a fait le tour, terminé. En wallisien, je sais pas, il y a autour de 250 formes, parce que il y a non seulement le pluriel, non seulement le singulier, le pluriel, mais aussi un duel, c'est-à-dire que si c'est moi et toi, c'est un autre nombre. Ça n'est pas la même chose si je dis nous au sens de nous, ceux qui sont derrière la table, et nous et vous. Donc il y a une question d'inclusion ou d'exclusion. Donc en réalité, pour la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est que ces savoirs locaux, ces langues locales, sont très souvent dévalorisés de manière injuste, relégués au rang de folklore, alors que d'une part, ils ont un vrai rôle social, hein, ils font partie de la vie des gens, ils organisent la vie, donc ce serait un peu étrange que l'école les efface totalement. Et ils ont du sens pour les gens, ils vivent dedans. Et d'autre part, ils sont, encore une fois, d'une très grande complexité la plupart du temps. Et on a au contraire besoin de tenir sur eux, enfin d'avoir sur eux un regard, y compris scientifique, et donc qui est très compatible avec les objectifs scolaires, parce qu'ils sont une vraie ressource pour un tas d'activités scolaires et d'enseignement. Le Thienot, est-ce qu'à Mayotte, en utilisant donc à l'école les jeux de sommeil, est-ce que les objectifs pédagogiques que vous avez rejoignent ceux que Valélia vient d'expliquer, ou est-ce que vous en avez d'autres ? Oui, bon, l'aspect social, j'en ai déjà parlé, hein, c'était valoriser des connaissances locales, qui d'ailleurs, de manière un peu urgente, puisque ce jeu est en train d'être beaucoup moins pratiqué. Il y a aussi un aspect à plus long terme qui m'intéresserait, ça serait la collaboration inter-îles et inter-régions du sud-ouest de l'océan Indien, puisqu'il y a des endroits où c'est très pratiqué. Et enfin, il y a un intérêt mathématique intrinsèque, hein, avec des compétences différentes suivant les cycles, puisque lorsqu'on énumère les graines, ce qui se passe, qui est vraiment important, se passe lors de l'arrivée dans la dernière cupule, hein, donc quelque chose qui est lié au principe cardinal, qui peut servir de soutien à des élèves de cycle 2 qui ne l'auraient pas encore construit, hein. C'est-à-dire comprendre que lorsqu'on en a 5, on en a aussi 1, 2, 3, 4, il suffit de retenir le dernier nombre de l'énumération pour avoir toute l'information, et c'est pas si évident, puisque le nombre est la seule liste ordonnée qui fonctionne comme ça, hein. Si je vous dis que, je sais pas, ma 4e fille s'appelle Adèle, vous ne savez rien des 3 précédentes, ni si ce sont des garçons ou des filles. Par contre, si je vous dis que j'ai 5 stylos dans ma trousse, vous êtes sûr que j'en ai aussi 4, j'en ai aussi 3, j'en ai aussi 2, j'en ai aussi 1. Donc ce qui semble évident à des adultes éduqués comme vous, ne l'est pas du tout pour certains enfants, ça se construit en cycle 1, et ça peut servir d'activité de remédiation en cycle 2. Ensuite, il y a d'autres choses qui sont liées à la symétrie du jeu et à la façon de noter les parties, qui peuvent intéresser des élèves de collège, et puis des activités d'algorithmique, sans ordinateur ou avec, qui peuvent intéresser des élèves de lycée. Il y a beaucoup de choses à faire et qui ont un intérêt mathématique intrinsèque, pour peu qu'on s'intéresse vraiment à ces jeux et au relevé de leurs règles, qui n'étaient pas très faits jusqu'à il y a quelques années.
Est-ce que le territoire mahorais ou aussi le territoire réunionnais que vous connaissez bien, vu que c'était là que vous enseigniez avant, offre d'autres éléments, d'autres savoirs locaux qui peuvent illustrer des notions mathématiques? Est-ce que vous pouvez peut-être nous donner 2-3 autres exemples également? Tous les territoires, où qu'ils soient, contiennent des savoirs locaux qui contiennent des notions mathématiques. Bon, ce qui est connu à La Réunion, peut-être, c'est les tapis mendiants et les jours, hein, des activités liées au pavage par des formes géométriques ou bien par des activités de tressage un peu complexes, de broderie plutôt, excusez-moi. Il y a aussi, du point de vue architectural, les lambroquins, qui sont des dispositifs en bois dressés par les charpentiers de marine sur les cases créoles, qui permettaient de ne pas avoir d'écoulement d'eau le long de la façade, mais en avant, de ce qu'on appelle la varangue. Bon, les jeux de semailles, pour des raisons qu'on pourrait expliquer, ne sont pas arrivés à La Réunion, donc je ne le pratiquais pas comme un savoir local, mais juste pour son intérêt mathématique là-bas. Et puis, il y a des tas de choses aussi à Madagascar, où j'ai mené de nombreux stages de formation d'enseignants qui concernent, au point de vue architectural, au point de vue des pratiques agricoles, au point de vue comment ça se passe sur les marchés, quand on n'a rien pour peser les fruits et légumes, comment on fait pour avoir des parts qui soient équitables et se mettre d'accord sur le prix. Enfin, il y a énormément de choses à faire. Bien sûr. Liliane, donc en Guyane, quels sont les bénéfices qui sont apportés justement par l'utilisation à la fois des langues des élèves, donc pour la numération ou pour des problèmes de mathématiques? Qu'est-ce que ça a montré comme apport dans la pédagogie autour de ces activités? Alors déjà, ça a amené plus-value sur les élèves, pour les élèves en tout cas, puisqu'ils avaient ce regard positif sur leur identité, leur façon d'être en fait, qui était mise en valeur par l'école. Et du coup, les élèves se sont appropriés ces différentes activités qu'on mettait en place pour eux. Et donc... les activités de mathématiques se mêlaient aux activités de langage, puisque la langue et les mathématiques, les activités sont liées ensemble. Chez les Kali'na, donc, il y avait cette différence aussi où les activités pratiques sont plus nombreuses, qui prennent plus je dirais, d'espace que la parole. Donc, c'est ce qu'on appelle chez nous la partie où le logos est moindre, le praxis est plus. Ça veut dire que lorsqu'on m'explique quelque chose, je le fais tout de suite, à l'instar de la classe, d'une salle de classe où le professeur fait le cours de façon magistrale, les élèves écoutent, et c'est vraiment après qu'on revient et qu'on applique. Alors que dans une classe bilingue, on apprend à faire les choses en même temps qu'on explique. On explique, ils font tout de suite. C'est comme ça qu'on apprend. Donc, c'est vraiment la particularité. C'est vraiment une classe bilingue, je précise bien, avec des enseignants locuteurs de la langue, donc qui maîtrisent les éléments culturels, les éléments identitaires, les éléments mathématiques qu'il faut mettre en place, justement, avec ces élèves. Et ça fait donc déjà maintenant pas mal d'années que les classes bilingues donc dans différentes langues existent en Guyane. Est-ce qu'on a des données sur l'impact sur la réussite scolaire justement de ces dispositifs de classes bilingues en langue et en mathématiques? Effectivement, donc récemment juste, donc il y a les évaluations de CP, qui montraient justement l'apport qui a été mené sur l'étude du code, puisque c'est très important, c'est l'entrée dans la lecture en grande section qui a été travaillée, et donc qui se retrouvent donc au CP. Les élèves de CP d'une classe en langue maternelle ont eu des résultats très probants, ce qui veut dire que la partie étude du code en français et étude du code en langue maternelle est faite. Et la langue Kali'na se prête assez facilement aux différentes décompositions, je dirais, qu'on opère sur l'étude du code, le dénombrement, la localisation des syllabes, etc. Et donc, moi-même, je suis allée féliciter l'enseignante quand j'ai vu justement ces résultats. Ça veut dire que l'élève a déjà commencé à maîtriser les bases, les premières bases de l'entrée dans la lecture. Et il est au CP. Ça veut dire que la conscience phonologique est travaillée autant en langue maternelle qu'en français.
Merci beaucoup. Donc, on vient de voir justement, après avoir vu les différents dispositifs qui sont mis en place sur chaque territoire, donc en quoi, quel est leur intérêt, en quoi, qu'est-ce que ça apporte donc d'inclure ces différents savoirs à l'école. J'aimerais maintenant que dans la dernière partie de notre échange, qu'on parle un peu des enjeux et peut-être aussi des perspectives qu'il y a donc, dans l'inclusion des savoirs locaux à l'école en Outre-mer. On va commencer avec vous, Valélia. Quels sont les enjeux par rapport à l'utilisation de savoirs locaux et notamment aussi de savoirs autochtones à l'école à Wallis et Futuna? Peut-être reprendre ce que j'ai dit rapidement tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est quand même pas n'importe quel type de savoir. Ce sont donc des savoirs qui sont inscrits dans des espaces et qui participent d'une organisation sociale. Donc, ce sont des savoirs qui peuvent, encore une fois, ne pas être transmissibles, en fait. Donc, il faut que l'institution scolaire et que les enseignants puissent travailler avec les détenteurs de ces savoirs. Quand ils sont eux-mêmes membres des communautés, c'est plus facile, pour comprendre, encore une fois, quels sont les types de savoirs qui peuvent circuler et ceux qui ne peuvent pas circuler. Ça, c'est une question importante aussi pour nous, les chercheurs, parce que, notamment en anthropologie, on a quand même travaillé sur le dernier siècle de façon un peu floue sur ces questions, c'est-à-dire qu'on a beaucoup collecté. Et puis aujourd'hui, c'est le principe de ce qu'on appelle la science ouverte, ce qui est très important en soi, de pouvoir faire en sorte que les résultats scientifiques soient ouverts, donc accessibles à tous. Pour les savoirs autochtones, c'est une question complexe parce que les recueillir, les mettre sous forme de base de données, puis les mettre en ligne et les rendre accessibles à tous, eh bien, ça peut poser problème pour certains de ces savoirs, justement. Et puis, on voit aussi émerger des nouvelles questions qu'on n'avait pas avant. C'est-à-dire qu'on a aussi maintenant des utilisations commerciales qui peuvent être faites de ces savoirs. Par exemple, les langues, on peut les transformer en applications d'apprentissage. Elles sont collectées par l'intelligence artificielle et les nouvelles utilisations qu'on peut en faire. Donc en réalité, on se retrouve là aujourd'hui à un point intéressant aussi de réflexion sur ces savoirs. Est-ce qu'ils ont à gagner à circuler plus largement dans des espaces qui ne sont plus les leurs. Donc l'école, si elle les utilise, et elle a tout intérêt à le faire, c'est ce que je crois vraiment, doit le faire de manière responsable, éthique, avec l'accord des communautés concernées. Ça, je pense que c'est un enjeu important. Justement, comment est-ce que les communautés concernées perçoivent l'intégration de ces savoirs dans les cursus scolaires? Alors parce qu'on est dans une situation politique et dans un héritage historique souvent lourd, une situation postcoloniale pas simple en général, ça n'est pas toujours perçu de façon très positive. Au contraire, c'est même perçu de façon franchement hostile par toute une partie des parents d'élèves qui estiment que si leurs enfants vont à l'école, ça n'est pas pour réapprendre ce qu'eux leur apprennent à la maison. Et c'est là où justement on doit pouvoir leur montrer qu'on ne fait pas à l'école de transmission des savoirs autochtones, ce qui est effectivement le rôle des communautés et des familles, mais on utilise les savoirs autochtones pour construire des compétences qui sont proprement scolaires. Ce qui n'est pas si simple, donc il faut quand même pouvoir en discuter avec eux. Donc déjà, on ne se substitue pas à eux, mais aussi leur faire comprendre justement qu'il y a dans les langues autochtones et dans les savoirs autochtones, encore une fois, je le répète, une complexité propre et parfaitement respectable qui fait qu'on ne peut pas non plus se priver de cette ressource. Et on est parfois dans des environnements, c'est difficile l'histoire coloniale, ça laisse des traces. Où les gens disent en toute bonne foi que non, la langue qu'ils parlent, c'est pas vraiment une langue, c'est un patois, c'est pas une vraie langue, il faudrait s'en débarrasser complètement. Et en revanche, le français, quelle langue incroyable, quelle complexité, quelle incroyable capacité à exprimer la nuance. Bon, toutes les langues peuvent exprimer les nuances et un tas de choses. Et donc, il y a quand même un enjeu aussi à faire comprendre que ce serait se priver de richesse, de complexité et d'objets intellectuels parfaitement intégrables au système scolaire. Et ce serait dommage de se priver de cette ressource. D'autant plus quand les élèves n'ont pas le français comme langue première en arrivant à l'école. Je crois que tout le monde peut comprendre, sans être un grand spécialiste de l'éducation, que c'est plus facile pour un enfant à 6 ans d'apprendre à lire et à écrire dans sa langue maternelle que dans une langue qu'il est à peine en train de commencer à apprendre. Ça, c'est assez intuitif, je pense. Luc Thienot, à Mayotte, donc vous travaillez aussi avec des enseignants, des jeunes enseignants en formation, notamment à l'INSPE. Oui. Comment est-ce que vous les conseillez justement sur la manière d'intégrer en classe les savoirs locaux? Je leur montre d'abord que c'est possible, puisqu'il y en a beaucoup qui ne pensent pas que
que ce serait possible. Il y a un programme officiel qui ne parle pas des jeux de sommeil, des compétences qu'ils peuvent apporter en calcul mental. Et avec le résultat de mes terrains, de mes recherches, de mes analyses, je leur donne des éléments de progression qui leur permettent, suivant les niveaux de classe, de voir sur quelle partie du programme on travaille explicitement et qu'est-ce que ça peut apporter par rapport à des activités plus traditionnelles. Bon, c'est assez limité, mais bon. Est-ce qu'il y a des résistances de la part de certains enseignants en activité ou en formation pour Non. Parmi les enseignants que je forme. Parmi les enseignants que vous formez à Mayotte ou précédemment à La Réunion, quand vous étiez à La Réunion, est-ce que tous les enseignants sont partants pour se lancer dans ce type d'activité, ou est-ce que pour certaines, c'est... À Mayotte, certains connaissent ces jeux de sommeil, au moins ceux qui sont pratiqués à Mayotte. Et ceux qui ne le connaissent pas, en particulier les enseignants en formation qui viennent d'autres régions que de Mayotte, sont intéressés de découvrir une culture locale. D'accord, merci. Je n'observe pas ce phénomène de résistance. Après, quand on va passer à la phase expérimentale dans les écoles, est-ce qu'il y aura des résistances des parents? Ça, je ne peux pas vous le dire, mais on verra. Ah, merci. Liliane, comment est-ce que sont perçus dans les communautés concernées l'intégration de savoirs locaux en classe, notamment dans le cadre des classes bilingues que vous suivez? Alors, il y a deux regards. Il y a celui des parents, donc il y en a qui résistent, qui sont encore pris, je dirais, dans la sphère coloniale, qui ne se sont pas encore décolonisés, affranchis justement de ce lourd passé. Donc, ces parents-là ont eu un discours très, très, très choquant d'ailleurs, en nous disant une fois que ce n'est pas en apprenant la langue maternelle, ne va pas emmener les enfants vers le bac, parce que c'était la langue française qu'il fallait apprendre, etc. Et nous avons l'autre partie qui valorise vraiment l'entrée de la langue, qui a fond pour ça, qui appuie cette introduction donc. Et du coup sur Awalaya Limapo, il y a ces deux camps. Et ce qu'on leur propose alors, c'est de venir voir dans les classes ce que nous proposons avec nos enseignants. Ce sont des enseignants locuteurs de la langue, qui maîtrisent la langue, donc qui ne font pas n'importe quelle activité et qui suivent le programme. Puisqu'on part du programme, nous sommes dans une école de la République, sauf que cette fois, nous sommes dans une classe bilingue, nous apprenons deux langues, mais nous partons le point de départ, c'est quand même, on respecte quand même le bulletin officiel de l'éducation nationale. Mais nous le détournons en prenant des objets de la culture, donc ce qu'on appelle dans une opération de transposition didactique, où les éléments de la culture deviennent des éléments d'enseignement, des objets d'apprentissage pour les élèves. Mais ça se passe très bien. Les parents ont été rassurés lorsqu'ils ont vu qu'effectivement, on ne faisait pas du rabâchage pour leur dire « bon, écoute, on va faire ça, ça ». Non, que c'était vraiment construit, clair, et que c'était des progressions pour amener justement les enfants vers la réussite scolaire. Merci beaucoup à vous quatre, Isabelle Léglise, Valéria Monitsoké, Luc Thienot et Liliane Apollinaire, donc pour vos interventions pendant ce moment d'échange. Également merci aux autres membres du projet, donc ILASOM, Inégalité éducative, langue et accès au savoir en Outre-mer, qui étaient présents hier et aujourd'hui à l'Institut Henri Poincaré, et donc certains sont également présents dans la salle, parce que cette restitution est aussi le travail de l'ensemble du groupe, en plus des personnes que vous avez ici devant vous. On va passer à la deuxième partie de notre échange avec donc Guillaume Monin, que je vais inviter à venir sur scène. Donc Guillaume Monin est facilitateur graphique et médiateur scientifique à Akenium. Et donc il nous a écoutés pendant cette heure d'échange autour du projet ILASOM. Et donc il a produit cette image et je vais vous laisser en parler. Donc là, mon métier c'est facilitateur graphique, donc souvent voilà, j'assiste à des conférences, à des séminaires, et donc je fais une restitution, une synthèse graphique en mots et en images, voilà, de ce que j'ai écouté. Donc il y a un petit peu de mon filtre, effectivement, et donc voilà ce que j'ai capté des échanges là qui ont lieu juste avant. Donc là, ce que vous voyez, en fait, c'est un sketch note, c'est une prise de notes en mots et en images, et celui-ci il va se lire en fait de gauche
à droite. Je vais vous guider un petit peu parce que des fois, je me laisse aller et il faut donner des indications sur le sens de lecture. Donc on a eu une présentation au tout début du projet ILASOM, existant depuis 2021. J'ai fait un rapide calcul moi aussi, 2 ans et demi, on est en 2024, je me suis dit ça devait être en 2021. J'espère que je plonge, si j'ai besoin de correction, n'hésitez pas. Ça concerne 10 territoires en Outre-mer et donc plusieurs champs, en fait, plusieurs disciplines sont couvertes, la sociologie, les maths, l'anthropologie, la didactique, je crois qu'il y en avait encore une ou deux, mais et les sciences du langage. Le sujet de recherche, c'est d'étudier les inégalités éducatives et qu'est-ce qu'il y a comme constat. Il y a beaucoup d'absentéisme dans ces territoires et j'ai noté qu'il y avait 80% en fait de classes ordinaires sur ces territoires. Et l'important, c'était de s'appuyer, en fait, enfin l'angle d'attaque, c'était de s'appuyer sur les savoirs locaux. Donc 3 zones géographiques étaient concernées, Wallis et Futuna, la Guyane et Mayotte. Et une des difficultés, c'était d'appréhender en fait la multitude de langues et de cultures qui existent en fait sur ces territoires. Quelques mises en pratique, enfin quelques solutions. Donc là, on repart tout en haut. Partir d'objets locaux, en fait. Donc par exemple, le choix de la pirogue. Donc voilà, je vous laisse lire les petites annotations qui des fois sont un petit peu des traits d'humour. Utiliser les jeux, notamment le jeu de sommeil qui a été développé par Monsieur Thienot. Autre solution aussi, énoncer les problèmes dans la langue natale en fait de la population concernée. Et utiliser le folklore comme une richesse et pas comme quelque chose d'anecdotique. On nous a rappelé donc que les maths et les langues en fait sont 2 disciplines qui s'entremêlent. Et venu à la fin en fait de l'intervention, c'était aussi de la question de quel savoir réellement à intégrer dans le cursus scolaire, car donc il y avait des choses qui pouvaient être, s'il y avait des doublons en fait, ce que j'ai retenu, c'est qu'il risquait d'y avoir en fait un refus de l'école parce que si c'était pour apprendre la même chose, donc on envoie les 2 petits personnages d'ailleurs, il y a le petit l'enfant pose la question mais c'est quoi un TGV d'ailleurs? Il n'est pas au courant de ce que c'est. Et donc, il préfère en fait repartir chez lui en fait si c'est pour apprendre la même chose. Mais heureusement, il y a l'enseignant qui le rappelle. Mais revenez ici, c'est une classe bilingue. Voilà, grosso modo. Merci.